Le marketing tribal est de retour. Nous attirons l'attention des lecteurs depuis longtemps déjà sur la nécessité de redécouvrir ces communautés de clients et de les travailler en dehors des réseaux sociaux. Laetitia Attali, lectrice de longue date de nos écrits, a entendu le message. Interviewée il y a quelques jours par Visionary Marketing, elle nous a raconté la jeunesse de sa communauté Häagen-Dazs, judicieusement baptisée la Tribu. Certes, la célèbre marque de glace américaine est l'archétype d'une marque aimée. Toutefois, fédérer une communauté de clients est un travail de longue haleine, à effectuer avec humilité, comme l'indique fort justement Laetitia, dont les équipes ont appliqué le principe japonais du Shoshin, esprit du débutant. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, le marketing tribal chez Häagen-Dazs avec Laetitia Attali, la tribu et le Shoshin, l'esprit du débutant. Eh bien, je suis avec Laetitia Attali. Bonjour Laetitia, vous êtes Senior Digital Strategist chez Häagen-Dazs qui, comme chacun sait, n'est pas une entreprise danoise, mais une marque américaine, en fait, de General Mills, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai vu aussi que vous étiez artiste. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, on se suit depuis longtemps et vous êtes une lectrice de Visionary Marketing depuis de nombreuses années. Voilà. Et je suis ravi de vous accueillir ici pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur tous les deux, qui est le marketing communautaire. On va même dire, le prononcer le mot, le marketing des tribus, puisque c'est le mot que vous avez choisi. Ça nous renvoie quelque part aux écrits de Michel Maffesoli des années 90, en fait, de Pado et Kova, du néo-marketing. Mais vous avez mis ça en pratique, sur le terrain chez Häagen-Dazs. Et c'est rare de voir ça, donc quand j'ai entendu parler de ça, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion pour vous interviewer. Alors, déjà peut-être décrire un peu cette tribu Häagen-Dazs que vous avez créée. Ça fait 2 ans que je crois que vous travaillez dessus. Qu'est-ce qui vous a amené à ça et quelle est la promesse que vous donnez à vos membres? Alors tout à fait. Alors ça fait 2 ans en effet qu'on travaille dessus. 1 an que la tribu a été lancée. Et l'idée derrière ce programme, c'était comment est-ce qu'on peut créer une relation privilégiée avec nos consommateurs. Parce que, comme vous l'avez dit, on est une marque de glace. Déjà, c'est une love brand. On reviendra peut-être dessus. Parce que j'ai plein d'anecdotes à ce sujet. Mais on est effrayant des anecdotes. Ah oui, non, mais c'est, par exemple, lorsque je dis que, parce que je suis digital stratégiste chez General Mills et depuis 2 ans, je me focalise sur ce sujet de comment est-ce qu'on peut appréhender la fidélité quand on est une marque, par exemple, comme Häagen-Dazs, parce qu'on en a d'autres, en tout cas, on est parti sur un pilote sur cette marque-là, Häagen-Dazs, et qui est donc distribué à travers un canal de distribution totalement éclaté. C'est-à-dire qu'on est distribué via la grande consommation, mais aussi via des franchises, via des cinémas, etc. Et donc jamais en direct avec nos consommateurs, puisque notamment en France, on n'a plus de boutiques en propre. Donc on est parti sur cette idée, on a rencontré nos consommateurs pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait les animer dans cette relation avec cette love brand qu'est Häagen-Dazs. Et si je reviens donc sur ces petites anecdotes, c'est qu'à chaque fois que, depuis 2 ans que je dis que je travaille sur Häagen-Dazs, c'est incroyable, le visage des gens, je dirais 7 à 8 fois sur 10, c'est clair. Et ils me disent « Ah, Häagen-Dazs, pour moi, c'est... » Et on va me raconter une anecdote d'un moment privilégié, chouette. Et donc, je vis concrètement, j'ai vraiment touché du doigt ce qu'est une love brand et qu'est-ce qu'elle apporte aux gens. C'est presque trop facile quand c'est une marque aimée comme ça et que les gens spontanément... la communauté doit se fédérer de manière assez facile, en fait.
Pas tant que ça, dans le sens où comment les fédérer. Aujourd'hui, donc, on utilise cet outil formidable qui est le digital, et en même temps, le digital, ça demande, la part d'intention des gens s'étiole totalement parce qu'on est tellement sollicité de toutes parts, c'est de la folie. Je pense que vous avez commencé comme moi. En tout cas, moi, quand j'ai commencé ma carrière et que je travaillais avec des imprimeurs, j'en étais quand même encore à signer des chromalins et faire des fax. C'est arrivé l'email, waouh, c'est génial. Et aujourd'hui, on est les chats, les emails, etc. Donc l'attention pour émerger dans ce brouhaha digital, c'est pas si simple. Et donc, vous avez fédéré une communauté qui est conséquente, 30 000 membres actifs en un an, c'est remarquable. Donc justement, si c'est pas si facile que ça, comment fait-on Alors, 30 000 membres actifs et en fait au sein de 140 000 membres au total. C'est-à-dire 140 000 personnes qui ont dit « J'aime Häagen-Dazs, je veux faire partie de la tribu et je veux recevoir des informations et avoir accès à du contenu exclusif ou des choses intéressantes. » Alors, pour les recruter, on a eu plein de challenges sur ce projet-là. Si on vient là sur le sujet de comment est-ce qu'on les a fédérés, comment est-ce qu'on les a recrutés, on a testé toujours dans cet esprit de, je dirais, je crois que c'est Soshin en japonais, et l'idée c'est d'avoir toujours cet esprit du débutant et se dire ok, on a des idées, mais ne nous laissons pas biaiser par nos idées. On est dans une approche omnicanal parce que c'est ce qui correspond à la demande de nos consommateurs, c'est-à-dire que eux aiment la marque Häagen-Dazs. Donc, quel que soit le canal par lequel ils vont être en contact avec nous ou nous acheter, ils veulent être reconnus sur le canal qu'ils auront choisi. Et donc, pareil, comme on prend en compte tout achat de quel que soit le point de contact, on s'est dit, pour les recruter, on va aussi tester plein de points de contact pour voir lequel fait le plus sens ou si, en fait, chacun a sa raison d'être et fait sens. Au final, on s'est rendu compte qu'il y avait surtout 2 points de contact privilégiés et c'est plutôt dans le digital. Et finalement, quand on se met vraiment dans les baskets de nos consommateurs et dans la vraie vie, on comprend que ça fait sens. D'accord. On reviendra d'ailleurs sur ces points de contact et sur ce que vous appelez une approche omnicanal dans quelques instants. Combien de temps avez-vous mis pour fédérer ces 30 000 membres actifs et ces 140 000 membres avec cette méthode qui est tout à votre honneur et qui est une méthode d'humilité finalement? Vous voyez le mot japonais, mais c'est ça en fait, de ne pas partir d'idées préconçues. C'est très intéressant. Mais alors ça prend combien de temps? Alors, on n'a pas d'idée préconçue, même si on a un feeling et finalement mon feeling dans l'expérience a été confirmé, mais je voulais pas justement avoir des a priori, je voulais les tester. Et avec l'équipe, on était ouvert dans cet esprit de test and learn, même si sur certains points, c'était pas un succès. En tout cas, au moins, on a été confirmé et aussi on s'est rendu compte de la réalité de la vie des gens. Donc pour la question, c'était sur le temps qu'il vous a fallu pour. Alors, on a lancé le programme à l'été 2023, et donc il nous a fallu et on était à 30 000 en septembre 2024. D'accord. Donc il nous a fallu un petit peu plus d'1 an. D'accord, c'est quand même très très rapide. C'est ça, c'est certainement l'effet Marc Aimé. Surtout, c'est peu plus dur pour le B2B, par exemple. Oui, et surtout pour une marque comme la nôtre qui est saisonnière. Parce que du coup, il y a comme un espèce de période un petit peu off où on est moins dans l'esprit des gens. Parce que en hiver, même s'il y a des gens qui continuent tout au long de l'année, mais c'est quand même moins le moment où la marque est dans le mindset, comme on dit. Alors, peut-être qu'on pourrait passer un petit peu de temps à décrire ces membres actifs. Je n'aime pas trop le terme de portrait robot, mais enfin,
Vous voyez ce que je veux dire pour peut-être parler de persona, si vous avez. Alors, ce qui évidemment, les gens qui sont très actifs sont des gens qui adorent la marque et qui sont très fidèles, et aussi avec cet attachement à la marque qui fait que être actif est OK pour eux par rapport à cette attention. Maintenant, on se rend compte que il y a aussi beaucoup de gens et un vrai potentiel d'être en relation avec toujours des gens qui aiment la marque, puisqu'on est quand même dans du love brand, mais avec un niveau d'engagement un petit peu plus léger. Donc, je peux pas encore répondre à votre question pour dresser un portrait robot, et je pense qu'on en aura plusieurs. En revanche, justement, on est en train de regarder pour lancer avec un planning stratégique une analyse plus approfondie, plus fine, justement de nos 140 000 membres, pour mieux les comprendre et y apporter aussi ce niveau de relation qui est le plus adapté à leurs envies, à leurs besoins et à leurs intérêts. Est-ce que ça pourrait, cette étude des différents profils, mener éventuellement à des sous-communautés à l'intérieur de la grande communauté? Je pense, en tout cas, dans l'approche aussi des messages qu'on enverra, à la fois sur le contenu et sur la fréquence. Parce que nous, on est parti sur une démarche où on envoie peu de mails, parce que finalement, on a envoyé 1,5 à 2 mails par mois aux gens. Quand je vois les pratiques, on est très, très en dessous de ce que les marques font. En revanche, pour moi, je trouve que c'est payant par rapport aux résultats qu'on a, parce qu'on a vraiment un taux d'ouverture qui est 50% supérieur au bench et des taux de clics qui sont 2,5 fois supérieurs au bench. Donc ça, je pense que cette approche, en tout cas, elle nous donne a priori raison. Et je pense aussi les sujets qu'on a mis dans les emails, parce qu'on n'a pas fait partir une communication sans se dire pourquoi est-ce que chacun des sujets qu'on aborde, pourquoi est-ce qu'il ferait sens pour un membre? Oui, mon intérêt pour moi en tant que membre d'avoir connaissance de cette information-là. Donc on a toujours essayé de twister, de dire ça c'est intéressant pour toi en tant que membre parce que du coup tu as accès à ça que les autres n'ont pas accès en n'étant pas membre. D'accord. Bon, je suppose que ça va s'affiner aussi avec le temps. Et justement, dans le temps, comment animez-vous cette communauté et avec quelle fréquence? J'ai répondu. Oui, il a répondu. Donc ça, on a vu qu'effectivement, vous avez une attention particulière portée à la pression marketing, et ça, c'est une bonne chose. Alors, une autre question aussi, c'est est-ce qu'il s'agit uniquement d'un programme de fidélité, comme on en voit souvent dans le grand public, ou d'un véritable travail de marketing communautaire? Alors, au tout début, le cœur du réacteur, c'était de célébrer la fidélité de nos consommateurs. Et du coup, qui disait fidélité, c'était plutôt transactionnel, c'était plutôt par rapport à de l'achat. Et donc, pour reboucler avec ce que je vous disais par rapport à aujourd'hui, la compréhension, parce que c'est un programme pilote et finalement, on apprend aussi en avançant, on se rend compte justement, du fait aussi que c'est une love brand, que ce qui est intéressant de travailler, et puis quelque part, c'était aussi l'ADN de l'approche. On était dans ce programme de fidélité, mais on ne voulait pas, par exemple, ce qu'on propose, c'est vraiment célébrer la fidélité, donc c'est célébrer la relation. Et donc, on est vraiment en train de se rendre compte que ce qu'on a construit, c'est vraiment au-delà de la fidélité qui est pure, même si c'est la mécanique aujourd'hui, 1 euro dépensé, 1 cœur collecté, qu'on a essayé de faire simple, on est au-delà de ça. Donc, c'est comment est-ce qu'on va vraiment travailler ce marketing communautaire, cette relation. Oui, on pourrait presque donc revenir à votre terme de tribu, parler de marketing tribal en fait. Exactement. Et je pense, mais ça c'est vraiment le travail sur lequel on va regarder aujourd'hui, puisque du coup on commence à avoir des premiers résultats, on commence à voir un petit peu comment ça fonctionne, etc. C'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne, de voir avec ce travail, avec le planning strat, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui sur les gens qui font déjà partie de l'aventure, et peut-être qu'on aura des tribus à l'intérieur de cette tribu. Oui. Peut-être, mais ça je parle
sans avoir des informations très quantifiées derrière, c'est est-ce que je vais avoir l'attribut chocolat versus l'attribut macadamia, etc. Enfin, ou d'autres sujets qui rassemblent les gens. D'accord. Alors, tout à l'heure, on a évoqué l'approche, les points de contact, et vous m'avez dit il y a 2 points de contact dans le digital. Et quand vous parlez de votre programme, vous parlez d'approche omnicanale. Alors, est-ce qu'on peut préciser ça et justement détailler ces 2 points de contact digitaux? Alors, l'approche omnicanale, elle est claire, c'est que quel que soit le lieu où vous avez fait votre achat, quel que soit votre ticket de caisse du moment qu'il est fait en France et que il valide, enfin, on valide que c'est un vrai ticket de caisse et pas quelque chose de frauduleux, on le prend en compte. Donc ça, c'est quand même révolutionnaire, ça n'existe pas et il y a 2 ans, c'était absolument pas du tout disponible. Donc nous, on a vraiment fait en sorte de permettre cela. Ensuite, par rapport, quand je vous ai dit, il y avait 2 points de contact, par rapport à tous les leviers de communication que l'on a mis en place pour faire connaître l'existence de ce programme et pour recruter des membres, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 points de contact qui avaient mieux fonctionné que l'ensemble des points de contact et que ça faisait sens par rapport à ce qu'on appelle la journée consommateur, consumer journée. J'essaie de le moins Oui, le possible. parcours client. Merci. Voilà, je l'avais plus en tête, donc du coup, c'est un peu merci, exactement. Et donc, ces 2 points qui recrutent le mieux, c'était des publicités sur Meta et et ce qu'on appelle aussi la co-registration. Ça, c'est ce qui a permis aux gens de se dire tiens, ça m'intéresse, je veux en faire partie. Je veux faire partie de la tribu. Co-registration étant la possibilité de s'inscrire sur une newsletter depuis une autre newsletter. Exactement. Et là, on avait la possibilité de dire oui, je veux faire partie de la tribu et recevoir des informations qui m'intéressent, avoir accès à des offres exclusives, etc. Alors, on a un peu parlé tout à l'heure, parce que vous avez dit fallait que ce soit un achat en France. Donc, c'est un programme français, mais est-ce que c'est un programme quand même qui est international et qui va ou un programme que vous avez initié en France, et est-ce qu'il va se développer à l'étranger? Alors, c'est donc un programme pilote, ce qu'on appelle donc un test and learn. Et aujourd'hui, on l'a fait en France. D'ailleurs, au début, on l'a lancé Paris région parisienne. Au printemps, c'était Paris région parisienne. C'est comme ça qu'on a aussi confirmé quels étaient les leviers de communication qui fonctionnaient le mieux. Et après, au printemps 2023, on est passé au national. Depuis le début, on essaie de construire quelque chose qui permet d'être sans frontières, en tout cas dans l'expérience client. Et donc, c'est pas à l'ordre du jour d'ouvrir la tribu dans les autres pays dans lesquels nous sommes présents. Néanmoins, on a construit ça en ayant en tête que si on veut le faire, on peut le faire. D'accord. Et comme c'est une société américaine, est-ce qu'ils regardent avec bienveillance ces tentatives de marketing communautaire ou tribal, ou est-ce qu'ils regardent ça avec un peu de hauteur? Ah bah pour l'instant, on est vraiment dans une démarche d'innovation. On nous fait confiance pour regarder, tester, apprendre. En tout cas, l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on construit quelque chose qui fait sens, qui crée une relation pérenne et riche entre le consommateur et la marque. Comment on continue d'innover avec ce qui est à notre disposition. Alors justement, on parlait d'innover. Est-ce que on peut imaginer un jour la co-construction de produits avec des clients, par exemple? Ah mais pourquoi pas? Enfin, j'ai fait ça, mais je veux dire... Une place à la choucroute, par exemple, pour les Alsaciens ou... alors ça après, pourquoi pas? Non, mais je veux dire, moi je suis fermée à rien dès lors que ça fait sens, que c'est intéressant et que tout le monde y gagne. Pourquoi s'interdire des choses? Du moins que c'est fait dans le respect. Absolument, il faut oser, c'est le principe de l'innovation. Alors une petite dernière question pour clore cet entretien.
Est-ce que vous avez travaillé avec une agence ou est-ce que vous êtes débrouillé en interne? Alors, tout le cœur, la stratégie, on l'a fait en interne et on a vraiment travaillé avec quasiment toutes les équipes de l'équipe France. Donc, on était vraiment cross-fonctionnel pour travailler l'ADN de cette tribu. Ensuite, on a des partenaires pour développer les différents aspects de cette plateforme de fidélité. Et notamment, on a travaillé avec l'agence Décuple sur la co-registration et sur tout notre catalogue d'offres de rewards et d'avantages. C'est avec eux qu'on le fait, puisque vraiment ce qu'on voulait, c'était apporter des cadeaux et des avantages qui soient très expérientiels. Et on développe également, et ça c'est ce qui marche le plus, et on se rend compte, on reconnecte avec la Love Brand, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est les collectors. Les gens adorent ça. D'accord. Alors dernière question, la question à 300 000 $. Est-ce que vous utilisez les grands modèles de langage comme ChatGPT dans ce genre de programme ou est-ce que c'est 100% humain? Alors, jusqu'à présent, c'était 100% humain. Et aujourd'hui, on est en train on va avoir plusieurs étapes. Déjà, la première étape, c'est de se reposer et de regarder, OK, qu'est-ce qu'on comprend de la situation, qu'est-ce qu'on comprend de nos membres, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. Et en fonction du volume de contenu qu'il va falloir produire, on ne s'interdit pas de faire appel sur le texte à de l'intelligence artificielle pour pouvoir démultiplier des contenus. Voilà. Oui, c'est notamment... Enfin, si ça se répand à l'international, ça peut être très intéressant, effectivement, d'avoir des systèmes qui permettent de faire ça. Écoutez, Laetitia, merci beaucoup pour ce partage d'expérience et on souhaite une longue vie à la tribu Häagen-Dazs. Merci beaucoup, Yann. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.